Bienvenue dans la tête des tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons plonger dans les récits les plus sombres et captivants des crimes en série qui ont marqué l'histoire. Préparez-vous à explorer les méandres de l'esprit des tueurs, à découvrir leurs motivations cachées et à comprendre les enquêtes complexes qui ont mené à leur capture. Bienvenue dans la tête des tueurs. Dans la tête des tueurs en série. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs obscures de l'esprit humain pour explorer ce qui pousse certains individus à devenir des tueurs en série. Quelles sont les caractéristiques psychologiques communes à ces criminels ? Sont-ils nés avec une prédisposition au meurtre ou est-ce le résultat de leur environnement ? Des noms comme Ted Bundy, Jeffrey Dahmer et John Wayne Gacy évoquent immédiatement des images de crimes horribles. Mais au-delà des actes, ce qui intrigue le plus, c'est leur esprit. Qu'est-ce qui les motive ? Quelles sont les caractéristiques qui les unissent ? Dans cet épisode, nous allons décortiquer les éléments psychologiques qui définissent les tueurs en série. Nous explorerons les traits communs chez les tueurs en série, comme le narcissisme, l'absence d'empathie et les troubles de la personnalité. Nous examinerons également comment leur enfance, leurs relations sociales et même leur biologie peuvent contribuer à façonner ces criminels. Enfin, nous discuterons des limites de la compréhension psychologique et des controverses entourant le profilage criminel. Commençons par définir ce qu'est un tueur en série. Selon le FBI, un tueur en série est une personne qui commet au moins 3 meurtres distincts, généralement dans des circonstances différentes, avec une période de pause entre chaque crime. Cette définition se distingue de celle des tueurs de masse qui tuent plusieurs victimes dans un laps de temps très court. Bien que chaque tueur en série soit unique, des traits communs se retrouvent souvent dans leur psychologie. Parmi les plus notables, on trouve le narcissisme, où l'individu se considère supérieur aux autres, un sentiment souvent accompagné d'une profonde envie de contrôler et de domination. Un autre trait commun est l'absence d'empathie. Les tueurs en série sont souvent incapables de ressentir de la compassion ou de l'empathie pour leurs victimes. Ce manque d'émotion est souvent lié à des troubles de la personnalité, comme la psychopathie ou la sociopathie. Ils présentent également une incapacité à maintenir des relations sociales normales. Beaucoup de tueurs en série sont décrits comme des loups solitaires, incapables de se connecter avec les autres de manière authentique, ce qui les conduit à compenser ce manque par des fantasmes violents. Ted Bundy, par exemple, était extrêmement narcissique, se voyant comme supérieur, non seulement à ses victimes, mais aussi aux forces de l'ordre. Jeffrey Dahmer, quant à lui, souffrait d'une absence totale d'empathie, voyant ses victimes plus comme des objets qu'il pouvait manipuler pour satisfaire ses besoins. L'enfance joue souvent un rôle crucial dans le développement des tueurs en série. Les recherches montrent que bon nombre de ces tueurs ont vécu des traumatismes sévères pendant leur jeunesse. Ces traumatismes peuvent inclure des abus physiques, émotionnels ou sexuels, une négligence ou encore une violence domestique. Ces expériences traumatiques créent des cicatrices émotionnelles profondes qui, dans certains cas, façonnent la vision du monde de l'individu, le rendant insensible à la douleur des autres. L'enfant apprend à associer la violence avec le pouvoir et le contrôle, 2 éléments centraux dans la psychologie des tueurs en série. Prenons l'exemple d'Edmund Kemper, un tueur en série qui a tué 10 personnes, y compris sa propre mère. Kemper a grandi dans un environnement familial extrêmement abusif, dominé par une mère autoritaire et maltraitante. Et ce traitement a alimenté chez lui une haine profonde envers les femmes qu'il a finalement exprimée au travers ses crimes. Richard Ramirez, connu sous le nom de Night Stalker, a été exposé à une violence extrême dès son plus jeune âge. Son cousin, vétéran du Vietnam, lui a montré des photos d'actes de torture qu'il avait commis pendant la guerre, ce qui a eu un impact dévastateur chez le jeune Ramirez, l'amenant à associer violence et excitation. Les théories psychologiques sur l'attachement expliquent que les enfants maltraités ou négligés développent des attachements insécures, qui peuvent se manifester plus tard par des comportements antisociaux ou violents. De plus, les traumatismes précoces peuvent perturber le développement du cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la régulation des émotions et du contrôle des impulsions.
Les troubles de la personnalité, en particulier la psychopathie et la sociopathie, sont souvent présents chez les tueurs en série. Ces deux conditions partagent des caractéristiques communes, comme l'absence d'empathie et de remords, mais diffèrent dans leur origine et leur manifestation. Les psychopathes comme Ted Bundy sont généralement charismatiques et manipulateurs, capables de se fondre dans la société tout en dissimulant leurs intentions meurtrières. Ils planifient soigneusement leurs crimes et agissent avec une froideur calculée. Les sociopathes, en revanche, sont plus impulsifs et désorganisés. Ils peuvent être plus faciles à repérer car leur comportement antisocial est souvent plus flagrant. Cependant, ils peuvent aussi être extrêmement dangereux, comme en témoigne le cas de Richard Chase, connu sous le nom du vampire de Sacramento, dont les crimes étaient violents et chaotiques. Le trouble de la personnalité narcissique est également courant parmi les tueurs en série. Ces individus ont un besoin constant d'admiration et se considèrent souvent comme des êtres exceptionnels, justifiant leurs actes par un sentiment de supériorité. Leur ego fragile les pousse à rechercher des moyens extrêmes de prouver leur valeur. John Wayne Gacy, par exemple, un tueur en série qui a tué au moins 33 jeunes garçons, était obsédé par l'idée de contrôler et de dominer. Gacy aimait se présenter comme une personne importante dans sa communauté, tout en commettant ses crimes horribles en secret. Le débat inné contre acquis reste central dans les études des tueurs en série. Alors que certains psychologues soutiennent que les troubles de la personnalité sont enracinés dans la biologie, d'autres insistent sur l'importance de l'environnement et des expériences de vie. Il est probable que la vérité réside quelque part entre les deux, chaque cas étant influencé par une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Un autre élément crucial dans le profil psychologique des tueurs en série, c'est la présence de fantasmes violents, qui commencent souvent dès l'enfance ou l'adolescence. Ces fantasmes deviennent un refuge mental pour les futurs tueurs, leur permettant de se sentir puissants et en contrôle. Ces fantasmes peuvent être nourris par des influences extérieures, comme la pornographie violente, les films d'horreur ou même les livres sur les tueurs en série. Cependant, ils ne sont pas la cause directe des meurtres, ce sont plutôt des symptômes d'une psyché déjà déviante. Et pour de nombreux tueurs en série, ces fantasmes violents deviennent un guide pour leurs crimes. Ils élaborent des scénarios complexes dans lesquels ils dominent, torturent et tuent leurs victimes, cherchant donc à recréer leurs fantasmes dans la réalité. Dennis Rader, connu sous le nom de BTK, Bind, Torture, Kill, ligoter, torturer, tuer. C'est un exemple parfait de cela. Rader a passé des années à fantasmer sur ses crimes avant de les commettre, développant un rituel qui lui permettait de vivre ses fantasmes dans la réalité. Ces meurtres étaient minutieusement planifiés et exécutés, de manière à maximiser son plaisir sadique. Avec le temps, les fantasmes des tueurs en série peuvent évoluer, devenant de plus en plus violents et extrêmes. À un certain point, ces fantasmes ne suffisent plus et le besoin de les réaliser dans le monde réel devient irrésistible pour le tueur. Cette escalade est souvent ce qui pousse le tueur en série à commettre de nouveaux crimes, chaque acte devenant un moyen de satisfaire un besoin de plus en plus insatiable de violence et de domination. On ne peut pas rédiger une thématique sur la psychologie des tueurs en série sans évoquer la triade de MacDonald. Cette triade est aussi connue sous le nom de triade du sociopathe. C'est une théorie développée par le psychiatre John MacDonald en 1963. Selon cette théorie, il existe 3 comportements spécifiques observés durant l'enfance qui pourraient être des indicateurs précoces d'une future tendance à la violence extrême, notamment le meurtre. Ces 3 comportements sont la pyromanie, la cruauté envers les animaux et l'énurésie nocturne persistante. Commençons par la pyromanie. Le fait de mettre le feu délibérément à des objets ou à des bâtiments est souvent interprété comme un signe de colère refoulée ou de frustration. Pour certains jeunes enfants, allumer des feux peut être une manière de se sentir puissant et de prendre le contrôle dans un environnement où ils se sentent impuissants. Ensuite, la cruauté envers les animaux est l'un des signes les plus alarmants. De nombreux tueurs en série ont commencé par torturer ou tuer des animaux avant de passer à des victimes humaines. Ce comportement est souvent vu comme une première étape vers le développement de fantasmes violents centrés sur le pouvoir et la domination. Et enfin, l'énurésie persistante nocturne au-delà de 5 ans, le pipi au lit, bien qu'elle puisse sembler inoffensive comparée aux autres comportements,
Elle est incluse dans la triade comme un indicateur potentiel de stress psychologique ou d'un environnement domestique perturbé. Elle peut être le résultat d'abus ou de traumatismes, des facteurs souvent présents dans l'enfance des tueurs en série. Beaucoup de tueurs en série célèbres ont montré des signes de la triade de McDonald dans leur enfance. Par exemple, Jeffrey Dahmer a tué et mutilé des animaux bien avant de commencer à tuer des humains. Il collectait des cadavres d'animaux et les disséquait, une pratique qui préfigurait des crimes futurs. David Berkowitz, connu sous le nom du fils de Sam, a avoué avoir déclenché des incendies dès son plus jeune âge. Il aurait mis le feu à des bâtiments simplement pour observer le chaos qui en résultait. Un comportement qui reflétait son besoin de destruction et de contrôle. Edmund Kemper, que j'ai mentionné plus tôt, a également montré des signes de cruauté envers les animaux dans son enfance. Il a tué les animaux de compagnie de la famille, souvent en cachant ses actes à sa mère avant de passer à des victimes humaines. Cependant, il est important de noter que la triade McDonald est une théorie controversée. Tous les individus qui présentent ces comportements dans leur enfance ne deviennent pas des tueurs en série. De plus, certains chercheurs soulignent que ces comportements pourraient être des symptômes de troubles sous-jacents plutôt que des prédicteurs fiables de la violence future. Les critiques de la triade arguent que ces signes ne devraient pas être utilisés comme indicateurs définitifs du comportement criminel. Bien qu'ils puissent être présents chez certains tueurs en série, ils ne suffisent pas à expliquer la complexité psychologique de ces individus. Le contexte familial, les expériences de vie et les facteurs biologiques jouent également un rôle crucial. Malgré ses limitations, la triade McDonald a été utile pour sensibiliser à l'importance de détecter et d'intervenir sur des comportements problématiques dès l'enfance. Elle rappelle que certains signes ne doivent pas être ignorés, mais plutôt investigués dans le cadre d'une approche plus large et nuancée de la prévention de la violence. Bien que le profilage psychologique soit un outil précieux pour comprendre et appréhender les tueurs en série, il n'est pas sans limite. La psychologie humaine est complexe et les motivations derrière les crimes violents sont souvent multifactorielles et difficiles à prévoir. Certaines critiques du profilage soutiennent que cette pratique repose trop sur des stéréotypes et des généralisations, ce qui peut mener à des erreurs dans les enquêtes criminelles. De plus, chaque tueur en série est unique, et ce qui fonctionne pour un cas peut ne pas s'appliquer à un autre. Il existe des cas où le profilage psychologique a conduit à des fausses pistes dans les enquêtes. Par exemple, dans l'affaire du Yorkshire Ripper au Royaume-Uni, les autorités se sont basées sur un profil psychologique qui décrivait le tueur comme étant une personne célibataire, ce qui les a conduits à écarter des suspects mariés, retardant ainsi l'arrestation de Peter Sutcliffe. De même, le profilage initial de Gary Ridgway, de Green River Killer, le tueur de la Green River, le décrivait comme un homme de race blanche, intelligent et éduqué, ce qui ne correspondait pas à Ridgway, un ouvrier d'apparence banale, retardant également son identification. Et pourtant, malgré ces défis, le profilage psychologique continue d'évoluer. Les avancées en neurosciences et en psychologie comportementale permettent d'affiner les techniques de profilage en tenant compte de la complexité des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux qui peuvent conduire quelqu'un à devenir un tueur en série. L'intégration de l'intelligence artificielle et des analyses de big data dans les enquêtes criminelles offre également de nouvelles perspectives permettant de croiser des milliers de données pour établir des profils plus précis et éviter les erreurs du passé. Dans cet épisode, nous avons exploré les profondeurs de l'esprit des tueurs en série en examinant les caractéristiques psychologiques communes, l'impact de l'enfance et des traumatismes, le rôle des troubles de la personnalité et l'importance des fantasmes violents. Nous avons également abordé la triade McDonald, un ensemble de comportements observés chez certains tueurs en série dès leur enfance, tout en soulignant ses limites et ses controverses. Comprendre ce qui pousse un individu à devenir un tueur en série reste une tâche ardue. La complexité de l'esprit humain signifie que chaque tueur est unique, façonné par une combinaison de facteurs génétiques, psychologiques et environnementaux. Cependant, en continuant d'étudier et de chercher à comprendre ces individus, nous espérons non seulement prévenir de futurs crimes, mais aussi apporter un certain niveau de justice et de réconfort aux victimes et à leurs familles. Finalement, si ces criminels peuvent nous sembler incompréhensibles, il est essentiel de se rappeler que la plupart des gens
même confrontés à des traumatismes similaires, ne deviennent pas des tueurs. Cela souligne l'importance de la résilience, du soutien social et de la capacité à surmonter les difficultés, des éléments que nous devrions tous chercher à promouvoir dans notre société. Nous venons de traverser ensemble les abîmes les plus sombres de l'esprit humain, explorant des mystères que beaucoup préfèrent laisser enfouis. Maintenant, alors que nous émergeons de ces ténèbres, je vous invite à prendre de profondes respirations et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard, merci de m'avoir accompagné dans cette descente vertigineuse. Ce podcast est entièrement écrit et réalisé par moi-même, avec le soutien précieux de Jonathan Dyer. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle plongée profonde et troublante dans la tête des tueurs.